Dans cette sixième partie orientée back-end, tu vas faire un focus sur Spring Boot et l'API REST. Cette partie est composée de 7 étapes. Tu vas commencer par implémenter les entités, créer les différents repositories, implémenter la couche service, créer les contrôleurs REST, implémenter le CRUD complet pour la classe contact, implémenter le CRUD pour l'utilisateur et enfin faire un test d'API en utilisant Postman. L'objectif, c'est de mettre en place le CRUD propre et prêt à être branché au front React. On commence par la classe utilisateur. Elle représente un utilisateur du système et possède plusieurs contacts. Dans cette classe, tu vas ajouter la notation colonne entre parenthèses nulLabel égale false pour désigner un champ obligatoire. Ici, le nom, l'adresse mail et le mot de passe sont des champs obligatoires. Sur l'email, tu vas rajouter unique égale true pour empêcher la saisie de doublons. Passons maintenant à l'entité contact. Ici, chaque contact appartient à un seul utilisateur. Même opération que pour l'entité utilisateur, tu vas ajouter la notation column nulLabel égale false pour rendre obligatoire le nom, le prénom, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse email. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié le champ nom, donc je vais le rajouter dans la classe. Ajouter également le getter et le setter. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Hibernate via JPA va automatiquement ajouter la colonne nom dans la classe contact de la base de données. Je rajoute aussi le champ nom dans le constructeur et la correction est terminée. Passons maintenant au package Repositories qui sert d'accès à ta base de données. Commence par ton interface utilisateur repository et ajoute la notation repository. Le repository va faire le lien entre ta base de données et ton application. Ici, la classe utilisateur repository étant JPA repository, ce qui veut dire que toutes les méthodes CRUD, créer, lire, modifier et supprimer, sont déjà prêtes à l'emploi. On va ajouter une méthode personnalisée, la méthode existByEmail qui prend en paramètre un email. Spring va comprendre seul la requête à générer et ça à partir de l'analyse du nom de la méthode. Passons maintenant à l'interface contact repository. Commence par ajouter la notation repository. Cette interface va contenir deux méthodes personnalisées. La première, c'est la méthode findByUser. Ce sont tous les contacts d'un utilisateur donné. Et la méthode findByNown containing in your case permet de rechercher des contacts dont le nom contient une partie d'un mot sans tenir compte des majuscules ou des minuscules. Ajoute les différents imports proposés par ton IDE et ton repository est terminé. Passons maintenant à la couche service. Ce package va contenir d'une part le contrat et d'autre part l'implémentation. L'interface va définir le contrat métier du service, c'est-à-dire ce qu'il sait faire. Et ici, on va commencer par l'interface contact service. Ici, tu vas définir un ensemble de méthodes qu'un contact peut utiliser. Ici, nous sommes dans une interface, donc les méthodes n'ont pas de corps. L'implémentation, c'est-à-dire le comportement de la méthode, se fera justement du côté implémentation. Dans cette interface, tu vas retrouver la méthode findAll qui va te permettre de récupérer tous les contacts enregistrés dans la base de données. La méthode findById qui prend en paramètre un ID. Elle va te permettre de récupérer un contact précis grâce à son identifiant unique. Ensuite, on va passer aux méthodes du CRUD, la méthode create qui va te permettre d'ajouter un nouveau contact dans la base de données. La méthode update qui prend en paramètre un ID long et un contact et qui va te permettre de modifier un contact existant en fonction de son ID. Ensuite, la méthode delete qui prend en paramètre un ID qui va te permettre de supprimer un contact de la base grâce à son ID. Et enfin, la méthode searchByNown qui prend en paramètre un nom. Elle va te permettre de rechercher des contacts dont le nom contient le texte qui est indiqué. C'est en quelque sorte une recherche intelligente par nom. N'oublie pas d'ajouter les différents imports proposés par l'IDE et ton interface contact service est terminée. Passons maintenant à l'implémentation de l'interface contact service. En fait, il faut voir l'interface contrat. Elle dit ce que le service doit faire et le comment doit-on le faire, ça, le technicien, c'est-à-dire la classe d'implémentation qui va le faire. Donc en entreprise, c'est une bonne pratique que d'avoir un package distinct dédié à l'implémentation de ce contrat. Pour cela, tu vas donc créer dans ton package service un autre package que tu vas appeler impl. Et dans ce même package, tu vas créer une nouvelle classe Java que tu vas appeler contact service impl. Pour implémenter les méthodes de la classe
contact service, tu vas utiliser le mot-clé implement et ton IDE te propose automatiquement l'interface contact service. L'IDE te propose également d'importer automatiquement les méthodes contenues dans ton interface contact service. Par défaut, elles sont toutes sélectionnées. Tu peux donc cliquer sur OK pour les ajouter à ta classe. Ici, on déclare une variable d'instance qu'on appelle souvent une dépendance. Le mot-clé private signifie qu'elle est accessible uniquement à l'intérieur de cette classe, c'est-à-dire la classe contactImp, et le mot final veut dire qu'on ne pourra plus changer sa valeur après qu'elle ait été initialisée. En clair, Kling va dire « Mon service a besoin du repository pour fonctionner ». Le repository s'appelle repo et il est de type contact repository. C'est l'interface qui va communiquer avec la base de données. Ensuite, tu vas créer le constructeur. Ce constructeur va servir à injecter automatiquement le repository dans le service. En fait, quand Spring démarre l'application, il scanne toutes les classes annotées avec service, repository ou contrôleur. Contact repository est annoté avec repository et notre service a besoin d'un contact repository dans son constructeur. Du coup, Spring va créer une instance du repository et la passer automatiquement au service. Et on appelle cela l'injection de dépendance. Donc en clair, quand plus bas on va utiliser repo.findAll ou repo.save, c'est bien ce repository injecté qui est utilisé pour exécuter les requêtes SQL. Justement, tu vas personnaliser les méthodes implémentées en utilisant le repository injecté. En commençant par exemple par la méthode findById, tu vas modifier le return en appelant la méthode findById du repository. Même chose pour la méthode create. Cette fois-ci, tu vas utiliser la méthode save. Pour la méthode update, tu vas d'abord t'assurer que l'ID correspond à la ressource qu'on doit mettre à jour. Pour cela, on va forcer l'ID avant de sauvegarder. Tu vas donc devoir ajouter une méthode setID dans l'entité contact, car même si l'ID est autogénéré à la création, pour une mise à jour, on a besoin d'indiquer à JPA quelle ligne mettre à jour. C'est donc faisable d'avoir un setID public sur une entité. Et dans le return de la méthode update, on va utiliser la méthode save. Pour rappel, c'est la méthode qui va nous permettre de mettre à jour un contact et de le sauver, de sauvegarder, de faire persister dans la base de données. Pour la méthode delete, on va utiliser la méthode deleteById du repository. Et pour la méthode findAll, on va utiliser la méthode findAll du repository. L'IDE nous propose de créer une méthode setIdContact. En cliquant dessus, la méthode est automatiquement générée dans la classe contact et l'erreur signalée disparaît. Étape suivante, la création d'un service plus simple côté utilisateur cette fois-ci. Pour cela, tu vas aller à la racine de ton package service et tu vas y créer une nouvelle interface que tu vas appeler utilisateur service. Cette interface est composée de 3 méthodes, la méthode findAll, la méthode findById et la méthode create pour créer un nouvel utilisateur. N'oublie pas d'ajouter les imports proposés par ton IDE et ton service utilisateur est terminé. Tu l'as compris, maintenant on va devoir implémenter les méthodes du service utilisateur dans une classe qu'on va appeler utilisateur service imp. Pour cela, tu vas aller dans ton package imp et tu vas créer une nouvelle classe Java que tu vas appeler utilisateur service imp. Cette classe implémente l'interface utilisateur service. L'IDE te propose automatiquement d'implémenter les méthodes de l'interface utilisateur service. Clique sur OK et tes méthodes sont automatiquement ajoutées à ta classe utilisateur service imp. Il ne te reste plus qu'à personnaliser le comportement de chaque méthode. Pour rappel, cette classe utilisateur service imp définit la logique métier, c'est-à-dire les règlements et les traitements spécifiques aux utilisateurs. Tu le verras un petit peu plus bas. On va par exemple vérifier qu'un email n'est pas déjà utilisé avant d'ajouter un utilisateur. Tu vas commencer par déclarer une variable appelée repo de type utilisateur repository. Ça va être le lien entre ton service et la base de données. Le mot-clé final veut dire qu'on ne pourra pas changer sa valeur après l'avoir initialisée. Et c'est avec cette variable que tu vas pouvoir utiliser les méthodes comme findAll, findById ou save. Étape suivante, l'écriture du constructeur. Ce constructeur va servir à injecter automatiquement le repository dans le service. Quand Spring Boot démarre, il voit que cette classe
est annotée service et qu'elle a besoin d'un objet de type utilisateur repository. Spring Boot va donc créer une instance de repository et la passer en paramètre ici sans qu'on ait besoin d'utiliser le mot-clé new pour créer un nouvel objet, une nouvelle instance. Et ce principe, je te l'ai déjà dit plus haut, c'est ce qu'on appelle l'injection de dépendance par constructeur. Passons maintenant aux différentes méthodes de cette classe utilisateur service imp. La première, c'est la méthode findAll. Cette méthode va récupérer la liste de tous les utilisateurs dans la base. Elle appelle simplement la méthode findAll du repository que Spring Boot a déjà préparé pour toi. C'est un bon exemple de ce qu'on appelle la délégation. On va laisser le repository s'occuper de toute la partie base de données. Si tu as suivi ma vidéo projet Java Swing avec une base de données MySQL, dans ce projet, les requêtes SQL sont effectuées manuellement. Méthode suivante, la méthode findById. Cette méthode va te permettre de retrouver un utilisateur à partir de son identifiant. Le mot-clé optional veut dire que la méthode peut renvoyer soit un utilisateur, soit rien du tout si l'ID n'existe pas. C'est très utile pour éviter les erreurs de type null pointer exception. Dernière méthode, la méthode create. Cette méthode sert à créer un nouvel utilisateur. Elle reçoit un objet utilisateur qu'on veut enregistrer dans la base de données. Avant d'enregistrer l'utilisateur, on vérifie d'abord si l'email existe déjà dans la base. Ça permet notamment d'éviter les doublons. Tu vas donc utiliser une structure conditionnelle et utiliser la méthode existByEmail qu'on a définie dans notre repository. Si l'email est déjà présent, on va lancer une exception avec un message clair email déjà utilisé. Si l'email n'existe pas, dans ce cas-là, on va appeler la méthode save du repository. Et en fait, cette méthode s'occupe de tout. Elle crée la requête SQL, elle l'exécute, et elle renvoie l'objet sauvegardé avec son nouvel ID généré automatiquement. Passons maintenant à la partie DTO. DTO, ça veut dire Data Transfer Object, ou en français, objet de transfert de données. En fait, c'est juste une petite classe qui sert à transporter les données entre le front-end et le back-end. Dans notre exemple, ça va être entre notre application React et notre API Spring Boot. Pour faire simple, un DTO sert à protéger et à simplifier les échanges entre le front-end et le back-end. Il va faire office de filtre entre nos objets internes et les données reçues ou envoyées par l'extérieur. C'est une bonne pratique pour toutes les applications modernes, surtout quand on travaille avec des API REST. Crée un nouveau package à la racine du package principal de ton backend. Ce package, tu vas l'appeler DTO. Et à l'intérieur de ton package DTO, tu vas créer une classe que tu vas appeler contact DTO. Cette classe va contenir uniquement les champs nécessaires pour créer ou modifier un contact. On a donc le nom, le prénom, le téléphone, l'email, l'intitulé du poste, la direction, le bureau et l'ID de l'utilisateur auquel le contact appartient. En pratique, quand quelqu'un envoie une requête à l'API, Spring Boot reçoit le DTO, puis on le transforme, on appelle ça aussi mapper, en vrai objet contact, avant de le sauvegarder dans la base de données. Étape suivante, les contrôleurs REST. Un contrôleur REST, c'est en quelque sorte la porte d'entrée de ton application. C'est lui qui reçoit les requêtes HTTP comme GET, POST, PUT, DELETE envoyées depuis le front-end. Dans ton cas, ça va être ton application React. Il va ensuite renvoyer les réponses au format JSON. Dans Spring Boot, un contrôleur REST, c'est simplement une classe Java annotée avec REST controller. Cette annotation va indiquer que Spring class doit être exposée comme une API REST, c'est-à-dire accessible depuis le web. Dans ton package controller, tu vas créer une classe que tu vas appeler contact controller. Ajoute l'annotation REST controller pour Spring et cette classe va gérer toutes les routes qui commencent par /API/contact. N'oublie pas d'ajouter les imports proposés par ton IDE. C'est la notation REST controller qui dit cette classe répond via JSON. Tu vas déclarer deux variables. La première, c'est la variable contact service qui va te permettre de gérer toute la logique liée au contact et la variable utilisateur service pour gérer les utilisateurs. Le contrôleur pourra leur demander « Donne-moi tous les contacts, crée un nouveau contact, encore récupère
l'utilisateur numéro 1. Étape suivante, le constructeur. Il va permettre de recevoir automatiquement les deux services dans notre contrôleur. Tu peux utiliser la fonction de ton IDE pour générer automatiquement le constructeur en cliquant droit, Generate Constructor. Par défaut, les deux champs sont sélectionnés. Tu peux donc cliquer sur OK. Le constructeur est en place et maintenant, on va voir comment notre API permet de lire les données. C'est ce qu'on appelle les requêtes de type GET. Une requête GET, tout simplement une demande d'information au serveur. Dans notre projet, on va pouvoir demander soit tous les contacts, soit un seul contact précis grâce à son identifiant. Ici, on a une première méthode contrôler annotée getMapping. Cette annotation indique à Spring Boot si quelqu'un envoie une requête HTTP GET sur l'URL /API/contact, c'est une méthode qu'il faut exécuter. La méthode s'appelle all et elle retourne une liste d'objets de type contact. Concrètement, ça veut dire que dès qu'un utilisateur appelle l'URL /API/contact, Spring va exécuter la ligne return contact service.findAll. Cette ligne demande au service contact service de récupérer tous les contacts dans la base de données grâce à la méthode findAll qu'on a déjà écrite. Le résultat est automatiquement converti en JSON et renvoyé au front-end ou même à un outil tel que Postman. La deuxième méthode, elle, va permettre de récupérer un contact précis. Pour cela, il suffira de préciser son identifiant dans l'URL. Par exemple, si tu veux le contact numéro 3, il faudra rajouter /3 dans l'URL juste après contact. La notation getMapping avec entre parenthèses et entre guillemets double /ID signifie que Spring doit reconnaître cet ID comme une variable dans l'URL. Dans la ligne suivante, on dit à Spring récupère la valeur qui se trouve dans l'URL et mets-la dans la variable ID. Donc si tu appelles l'URL /API/contact/5 par exemple, Spring va exécuter la méthode avec un ID égal à 5. Et ensuite, on appelle le service et sa méthode findById qui nous permet de rechercher le contact dans la base de données à partir de son ID. Comme cette méthode de recherche peut réussir ou échouer, on reçoit un optional. On utilise la fonction map pour dire si le contact existe, on le renvoie avec un code 200 OK. Sinon, on utilise or else response_entity.notfound.build pour dire s'il n'existe pas, on renvoie une erreur 404 not found. Ça permet à notre API d'être plus propre, plus professionnel. Elle va donc renvoyer un vrai code d'état HTTP selon la situation. La méthode suivante, c'est la méthode search. Elle va permettre de rechercher des contacts par nom. Ici, on expose une route GET dont l'URL sera /API/contact/search avec un paramètre d'URL qui sera Q. La notation request paramètre avec une variable de type chaîne de caractères Q récupère la valeur passée dans l'URL, par exemple Q égale Dupont. Dans le service, search by nom appelle le repository find by nom containing in your case, ce qui veut dire trouver les contacts dont le nom contient le texte sans tenir compte des majuscules et des minuscules. Le résultat, c'est que la méthode va renvoyer une liste au format JSON de contacts correspondants. Méthode suivante, c'est la méthode create. Ici, on crée un nouveau contact. La notation post-mapping signifie qu'on attend une requête HTTP post avec un corps JSON. La notation request_body avec l'objet de type contact DTO demande à Spring de convertir automatiquement le JSON reçu en objet contact DTO. Avant l'enregistrement, on récupère l'utilisateur propriétaire du contact qu'on va stocker dans la variable de type utilisateur qu'on va appeler owner. Si l'ID d'utilisateur n'existe pas, alors on va lever une erreur claire et on va afficher utilisateur introuvable. Ensuite, on va mapper le DTO vers une entité GPA contact. On remplit tous les champs, puis on lit le contact à son utilisateur. On enregistre le contact en base en utilisant la méthode create, en mettant en paramètre la variable C qui est de type contact. Et enfin, on renvoie une réponse 201 created avec l'URL de la ressource créée. La méthode suivante va te permettre de mettre à jour un contact. La notation putMapping avec entre parenthèses et entre guillemets double /entre accolades ID indique une requête put avec un ID dans l'URL. La notation pathVariable avec la variable de type long ID récupère cet ID et cherche le contact en base. La méthode findById
renvoie un optional. Si l'ID existe, on met à jour champ par champ avec les valeurs du DTO. Option supplémentaire, si utilisateur ID est fourni, on peut changer le propriétaire du contact et on revalide que cet utilisateur existe. On sauvegarde via la méthode update et on renvoie 200 OK avec le contact à jour. Par contre, s'il n'existe pas, on renvoie 404 not found. Dernière méthode, la méthode delete. Pour la suppression, on utilise delete avec l'ID dans l'URL. On vérifie d'abord que le contact existe. S'il n'existe pas, alors on renvoie 404 not found. S'il existe, on supprime et on renvoie 204 no content. Ta classe contact controller est maintenant terminée. On va maintenant passer au contrôleur qui s'occupe cette fois des utilisateurs. Pour cela, tu vas aller dans ton package controller et tu vas créer une nouvelle classe que tu vas appeler utilisateur controller. Tu vas rajouter les deux annotations request mapping avec l'URL API utilisateur. Cela précise que toutes les routes de ce contrôleur commenceront par /API/utilisateur. Et la notation REST-controller qui indique qu'il expose une API REST exactement comme ta classe contact controller. N'oublie pas d'ajouter les imports proposés par ton IDE. Tu vas déclarer une variable que tu vas appeler service qui sera du type utilisateur service. Pour rappel, c'est la couche service qui gère la logique métier des utilisateurs. Ensuite, tu vas créer un constructeur. Il va permettre à Spring de faire l'injection dépendance automatique, comme on l'a vu tout à l'heure. Première méthode, la méthode all. Cette méthode permet de récupérer tous les utilisateurs enregistrés dans la base de données. Elle est annotée getMapping, ce qui veut dire qu'elle répond à une requête HTTP GET. Méthode suivante, la méthode create. Ici, on crée un nouvel utilisateur. La notation postMapping indique qu'on attend une requête HTTP POST, généralement envoyée depuis un formulaire. La notation requestBody avec l'objet utilisateur U va dire à Spring Boot, lis le contenu JSON de la requête et transforme-le automatiquement en objet Java de type utilisateur. Et ensuite, on appelle le service avec la méthode create. Cette méthode s'occupe de vérifier les doublons, exemple un email déjà utilisé, et d'enregistrer le nouvel utilisateur en base via le repository. Et enfin, on va renvoyer le code HTTP 201 created. On précise l'URL du nouvel utilisateur créé et on inclut l'objet complet dans la réponse. Étape suivante, tester l'API avec Postman. Avant de connecter notre API à un front-end comme React, on va d'abord tester que le back-end fonctionne bien tout seul. Pour ça, on va utiliser un outil gratuit et très pratique qui s'appelle Postman. Postman permet d'envoyer des requêtes HTTP vers notre API et de voir directement les réponses. En clair, c'est un peu comme un navigateur pour les développeurs, mais qui nous donne un contrôle total sur les requêtes. Dans Postman, tu vas pouvoir choisir la méthode, get, post, put ou delete, envoyer du JSON dans le corps et visualiser la réponse de Spring Boot au format JSON. C'est un outil très utilisé lorsqu'on travaille avec une API REST. Pour télécharger Postman, c'est très simple. Tu vas aller sur ton navigateur préféré et dans la barre de recherche, tu vas taper Postman, cliquer sur Download Postman. Si tu es sur Windows, tu vas cliquer sur la version Windows 64 et Postman est également disponible pour Mac ou Linux. Clique sur le bouton de téléchargement, le téléchargement commence. Tu peux cliquer sur l'exécutable, la page de connexion apparaît. Tu peux créer un compte via Google, GitHub ou SSO. Dans mon cas, je vais me connecter avec un compte Google. Étant donné que je suis sur Firefox, j'ai donc pas mal de sécurité et de demandes d'accès. Donc pareillement pour toi, si tu vois que la page n'apparaît pas, c'est peut-être que tu as un bloqueur et que cela nécessite que tu autorises ton navigateur à ouvrir le lien. Pareillement, si tu utilises Windows, tu peux avoir un firewall qui empêche certaines fonctionnalités de Postman. Ici, si tu travailles essentiellement de chez toi, tu peux permettre à Postman ou ne pas lui permettre de communiquer avec ton réseau local. Je vais donc lui donner accès au réseau privé et également le réseau public, même si je me connecte très rarement à un réseau public. Et effectivement, c'est bien écrit que ce n'est pas recommandé parce que ces réseaux n'ont pas du tout ou très peu de sécurité. Ensuite, tu peux cliquer sur Allow Access et là, tu entres dans la configuration de Postman. C'est quelques informations qu'on te demandait afin de connaître ton profil. Dans notre cas, on est sur un projet Java Full Stack, donc on va sélectionner
full stack développeur. Ce qui est intéressant avec Postman, c'est que tu vas pouvoir inviter des collaborateurs. Pour cela, tu peux soit ajouter directement l'adresse mail de tes collaborateurs ou copier le lien d'invitation et l'envoyer toi-même via n'importe quel réseau ou via email. Comme la plupart des outils récents, tu vas avoir la possibilité de prompter et d'être assisté par un agent. Par exemple, je vais écrire juste un mot-clé simple, HTTP request. J'ai écrit ce prompt juste pour exemple, mais pour l'instant, je ne compte pas l'utiliser. On va effectuer les étapes pas à pas ensemble. On va commencer par créer un utilisateur. Car comme tu le sais, chaque contact doit être lié à un utilisateur existant. Sur ta gauche, tu as ton espace de travail et notamment l'onglet My Collection. Il y a déjà 2 requêtes présentes, mais je vais les effacer pour reprendre le processus de zéro, pas à pas. Ensuite, pour créer une nouvelle requête, tu vas cliquer sur le petit plus. Tu peux également renommer ta collection pour que ce soit plus clair et l'appeler par exemple annuaire API. La création d'un utilisateur étant une méthode POST, tu vas donc choisir la méthode POST. Tu vas mettre l'URL correspondant à la création d'un utilisateur. C'est l'URL qui se termine par API/utilisateur. Pour ajouter des informations dans le corps de la requête, tu peux te faire aider par l'agent. Par exemple, écrire want to add JSON to my request. Et là, l'agent te propose le corps de ta requête pré-rempli au format JSON. Tu vois qu'il a été placé dans l'onglet Raw et tu as le choix soit d'approuver directement ce qu'il t'a proposé, soit le modifier, le personnaliser avant de l'approuver. Dans mon cas, je vais personnaliser le nom des champs et les mettre en français. Et ensuite, cliquer sur Approve. Les JSON a bien été ajouté à ta requête active. Et pour plus de clarté dans tes requêtes, tu peux renommer celle-ci. Dans mon cas, je vais l'appeler Créer un utilisateur. Tu peux ensuite créer une autre requête que tu vas appeler Créer un contact. Elle va créer un contact rattaché à un utilisateur. C'est une nouvelle méthode POST et tu peux rajouter l'URL qui se termine par /API/contact. Pour le body en JSON, tu vas cliquer sur le symbole au niveau de params, sélectionner body, sélectionner row et ajouter le corps du body au format JSON. Je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. C'est donc toutes les informations du contact qui sera relié à l'utilisateur. Tu peux cliquer sur Save, sauvegarder requête et passer à la requête suivante. Clique sur le plus pour créer une nouvelle requête. Celle-ci, tu vas l'appeler Lister les contacts. Elle va te permettre de vérifier que notre contact a bien été ajouté. Cette fois-ci, c'est une requête GET. Tu vas sélectionner la méthode GET. Ajoute l'URL. C'est celle qui se termine par /API/contact. Maintenant qu'on sait afficher tous les contacts, on va apprendre à récupérer un seul contact grâce à son identifiant. Cette requête, tu vas l'appeler récupérer un contact et pour ça, on utilise une requête HTTP GET. Cette fois-ci, tu vas ajouter l'ID du contact directement dans l'URL. Par exemple, 1, ce qui va correspondre à l'ID du contact qu'on veut afficher. Requête suivante, cette fois-ci pour tester la mise à jour d'un contact, c'est une requête de type put et dans le body, tu vas par exemple modifier le champ bureau et à la place de B18, tu vas mettre B19. Sauvegarde ta requête. Tu peux maintenant créer une nouvelle requête en cliquant sur le plus. C'est une requête delete et comme son nom l'indique, elle va te permettre de tester la suppression d'un contact. Tu vas entrer l'URL du contact 1 et sauvegarder ta requête. Ta collection de requêtes est terminée et avant d'exécuter les requêtes dans ton outil Postman, tu dois d'abord démarrer ton serveur local et ta base de données MySQL. Pour cela, tu vas dans Service, tu cliques droit sur MySQL et tu sélectionnes Start. Tu peux ensuite démarrer ton instance locale MySQL et lancer ton application depuis ton IDE IntelliJDA. La connexion entre ta base de données et ton application fonctionne correctement. Tu n'as pas de message d'erreur. On voit que Hibernate a modifié automatiquement la table contact en ajoutant le champ nom. Tu peux maintenant aller dans Postman et tester chaque requête une par une. On va commencer par la première, la requête post créer un utilisateur. Clique sur Send et là on voit qu'on a un message d'erreur, statut 400, bad request. Et en fait c'est parce qu'il n'y a pas de corps dans la requête. Je pensais que l'agent avait bien ajouté le body au format JSON dans ma requête post, mais apparemment ce n'est pas le cas, donc je vais le faire moi-même. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas se fier aux agents IA et à toujours vérifier leurs réponses. Dans le body, on va donc rajouter
les différentes informations concernant l'utilisateur au format JSON. On sauvegarde la requête et on clique sur Send. Et là, on a bien le message attendu, c'est-à-dire une réponse avec le code 201 created. On passe maintenant à la requête créer un contact. Même chose, tu cliques sur Send et on a bien la réponse 201 avec le contact Paul Dupont qui a l'ID numéro 1 qui est rattaché à l'utilisateur numéro 1. Passons maintenant à la méthode get lister les contacts. Même chose, tu cliques sur Send et c'est le résultat attendu. Tu as bien une réponse 200 avec la liste des contacts de l'utilisateur 1. On passe à la requête get récupérer un contact. Même chose, tu cliques sur Send et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien une réponse 200 avec le contact numéro 1 de l'utilisateur. On passe maintenant à la méthode put et ta requête modifier un contact. Tu cliques sur Send et tu as bien le résultat obtenu, c'est-à-dire une réponse 200 avec le contact modifié. Pour rappel, on avait modifié l'emplacement du bureau en le faisant passer de B18 à B19. Dernière requête, celle-ci, elle est de type delete et elle va te permettre de supprimer un contact. Clique sur Send et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien la réponse 202 no content qui confirme que le contact a bien été supprimé. C'est la fin de cette 6e partie. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si le contenu t'a plu et t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker et commenter la vidéo pour l'algorithme de YouTube. Ça aide énormément la chaîne et ça permet également de proposer ce contenu à d'autres développeurs intéressés par la programmation Java. Prochaine étape, on va attaquer le front-end React. Active la notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi.